Bonjour à tous. À l'heure actuelle et dans les décennies à venir, la possibilité d'une guerre à grande échelle éclatant directement entre les principales puissances mondiales est très faible, et même la possibilité de friction mineure est très faible. Les grandes puissances mentionnées ici font principalement référence aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi en sommes-nous arrivés à cette conclusion? Parce que les temps ont changé, les règles de guerre qui étaient courantes dans la société humaine depuis des dizaines de milliers d'années ont toutes échoué au cours du dernier demi-siècle. L'humanité est entrée dans une nouvelle ère et la forme de la guerre a également changé en conséquence. Commençons par examiner pourquoi les gens de l'Antiquité aimaient déclencher des guerres. Dans l'Antiquité, les guerres étaient très fréquentes et extrêmement cruelles. Et les massacres étaient monnaie courante. Le parti vainqueur se livrait souvent à des massacres après avoir occupé un morceau de terre. Le vainqueur tuerait tous les hommes adultes valides vivant là-bas, ne laissant en vie que les enfants et les femmes. Les vainqueurs prendraient les femmes, et ils élèveraient et assimileraient également les jeunes enfants, qui deviendraient également des outils de guerre dans le futur. Mais comparé au massacre plus brutal qui a eu lieu à l'échelle de la ville, ce massacre était tout de même humain, au moins les femmes et les enfants ont été laissés derrière. À quel point un massacre à l'échelle d'une ville pouvait-il être brutal? Dans les temps anciens, cela signifie tuer tout le monde dans la ville sans laisser une seule personne en vie. Le nombre de personnes tuées dans les guerres antiques dépasse de loin celui des personnes tuées dans les guerres modernes. Chaque fois qu'une nouvelle dynastie était établie, il était courant que la population nationale tombe à seulement 10% de sa taille d'origine. Pourquoi les guerres anciennes aimaient-elles tant tuer des gens? Parce qu'à l'époque agricole féodale, l'élevage et la plantation étaient au cœur de l'économie, et la terre était la seule source de richesse. À cette époque, la population était la moins précieuse. Tant que les anciens rois occupaient le pays d'une race étrangère, ils tuaient la plupart des hommes étrangers et capturaient les femmes de la race étrangère pour continuer à reproduire leur progéniture. Il ne faudrait que quelques décennies pour que la population totale augmente considérablement. Lorsque la population atteint une certaine taille, les terres ne suffiront plus, de nouveaux conflits surgiront et de nouvelles guerres et de nouveaux massacres recommenceront. Ainsi, à l'époque des rois féodaux, le modèle économique agricole centré sur la terre était voué à banaliser les massacres et les guerres. Et cette époque cruelle a progressivement disparu avec l'avènement de l'ère industrielle. En 1765, la révolution industrielle a eu lieu pour la première fois en Grande-Bretagne. La révolution industrielle a apporté d'énormes avantages à la Grande-Bretagne, lui a permis de gagner en productivité et a également fait de la Grande-Bretagne un grand empire avec une influence dans le monde entier. En 1938, la population sous domination britannique était de 458 millions, soit environ 25% de la population mondiale totale de l'époque. Le territoire contrôlé par le Royaume-Uni représente environ 24,75% de la superficie totale de la planète. À cette époque, la Grande-Bretagne contrôlait également les centres de transport et les emplacements stratégiques du monde. Il s'agit du suzerain qui a émergé pendant la révolution industrielle, si puissant qu'il est terrifiant. Cependant, dans le processus de conquête du monde, une Grande-Bretagne aussi puissante ne s'est pas livrée à des massacres à grande échelle, encore moins à des massacres de villes. Pourquoi est-ce ainsi? À cause du profit. L'énorme productivité apportée par la révolution industrielle a fait que la source de richesse de la Grande-Bretagne ne dépend plus de la terre, mais des machines. La machine a un très faible encombrement mais produit beaucoup. Les produits industriels britanniques doivent être vendus dans un court laps de temps. S'ils ne le sont pas, une crise économique éclatera. Ainsi, la plupart des habitants des colonies britanniques ont eu une chance de survivre. Non seulement ils sont consommateurs de produits industriels britanniques, mais ils peuvent également se lancer dans l'exploitation minière, la plantation, la production, etc., fournissant ainsi de la main-d'œuvre pour la production industrielle britannique. On voit par là qu'à l'ère industrielle, la terre n'est plus la principale source de richesse, et que le cœur de la richesse réside dans les machines et les marchés. Par conséquent, la plupart des guerres de l'ère industrielle n'étaient pas menées pour des terres,
mais pour 3 autres choses, les ressources, l'énergie et l'espace de marché. Parce que les gens sont devenus une partie importante de la production industrielle, leur statut s'est considérablement amélioré par rapport à l'époque des monarques féodaux. Par conséquent, la probabilité que les gens survivent à une guerre à l'ère industrielle est beaucoup plus élevée que celle des monarques féodaux. À l'heure actuelle, les 5 membres permanents de l'ONU et d'autres puissances régionales sont tous de puissants pays industriels. En fait, ils n'ont pas beaucoup de demandes de terre. La plupart des frictions causées par le territoire visent à préserver la dignité et l'image du pays, plutôt qu'à occuper des terres. Il est peu probable que les puissances mondiales d'aujourd'hui soient confrontées à des conflits fonciers, mais il y en aura certainement sur des intérêts économiques. Ce à quoi les pays industrialisés accordent le plus de valeur n'est pas la terre, mais l'économie. Le conflit étant causé par des intérêts économiques, il faut d'abord calculer les comptes économiques. Si après avoir calculé les comptes, nous constatons que la guerre est une perte, il n'y a alors plus besoin de se battre. Si l'objectif peut être atteint en adoptant des moyens à moindre coût économique, alors nous pouvons l'essayer, comme la guerre commerciale et la guerre technologique. Mais un conflit militaire direct est impossible. La lutte entre l'Union soviétique et les États-Unis en est un exemple. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique et les États-Unis ont connu de nombreux conflits. Même lorsque leurs relations étaient les plus tendues, il n'y a pas eu la moindre friction mineure entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pourquoi? À cause des armes nucléaires. Il n'est tout simplement pas possible de détruire une puissance nucléaire par la guerre, car le résultat final conduirait à la destruction de la civilisation humaine tout entière. Et personne ne peut se permettre ce prix. Les 5 principales puissances mondiales d'aujourd'hui sont toutes des puissances nucléaires et ont formé un équilibre de terreur délicat. Par conséquent, la probabilité d'un conflit militaire direct à grande échelle entre ces 5 puissances, aujourd'hui et dans les prochaines décennies, est presque nulle. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de guerre entre les grandes puissances. En fait, les guerres entre les grandes puissances n'ont jamais cessé, mais la forme de la guerre a depuis longtemps changé. Aujourd'hui, pour les grandes puissances, les moyens de guerre les plus rentables sont les guerres d'opinion et les guerres idéologiques. Chacun fait de son mieux pour occuper une position avantageuse sur le plan idéologique et de l'opinion publique, puis attend le moment le plus opportun pour piéger l'adversaire dans une ou plusieurs guerres par procuration. Si un grand pays coincé dans un bourbier ne peut résister à la double pression des forces internes et externes, il risque de s'effondrer, directement de l'intérieur. C'est la principale forme de lutte qui se déroule aujourd'hui entre les principales puissances mondiales. Ceux qui attendent avec impatience et provoquent chaque jour une guerre nucléaire entre les grandes puissances peuvent se taire maintenant, car tant que les êtres humains n'auront pas perdu la tête, cela n'arrivera jamais. Si un jour une guerre nucléaire éclatait réellement entre grandes puissances, ce serait un désastre pour toute l'humanité. J'espère que ce jour n'arrivera jamais. Bienvenue pour vous abonner à ma chaîne, je continuerai à partager plus de connaissances ici, à la prochaine.